SAMSEI, c'est des stratégies d'apprentissage des métiers de santé par environnement immersif. C'est un projet qui est financé par l'ANR, donc financé par le gouvernement, après un appel d'offres dans le cadre du Grand Emprunt qui avait été lancé l'an dernier et pour lesquels on a été retenu, Université Lyon 1, avec donc certains partenaires dont je vous parlerai plus tard. Alors la motivation pour laquelle on a fait ce projet vient d'un quadruple constat. D'une part que la formation qu'on apporte, même si elle est professionnalisante et même si on s'attache à la rendre plus pratique, n'est pas aussi pratique que nécessaire. Et on nous fait beaucoup le reproche dans les universités de faire un enseignement trop théorique. Ensuite, les professionnels de santé, quand on voit la vraie vie, ils sont tous autour du même malade, le pharmacien, le kinésithérapeute, le médecin, le chirurgien, alors que dans la réalité de la formation actuelle, ils sont tous séparés et on a un cloisonnement des formations. Donc intérêt de la formation en équipe. Ensuite, vous connaissez les restrictions qu'on a actuellement et le temps disponible pour les enseignants n'est pas extensible et il est difficile pour les enseignants de démultiplier leurs heures de cours étant donné que le nombre d'étudiants augmente. Et puis il y a une exigence de la société actuellement, on le comprend bien, qui voit sur les médias des nouveaux instruments, des nouvelles techniques opératoires, de nouveaux dispositifs. Et donc la société veut être bien soignée, être très exigeante vis-à-vis du niveau des médecins ou des kinés ou des pharmaciens auxquels elle a à faire face. Donc on a une exigence de faire toujours mieux. Alors pour essayer de pallier à ces différents problèmes, on a pensé que la simulation était une des réponses les plus adaptées. Alors la simulation, c'est une méthode pédagogique qui est très intéressante puisque l'étudiant participe, l'étudiant acquiert une expérience par la simulation, donc il peut apprendre à avoir une acquisition de connaissances techniques, il peut maîtriser les gestes techniques avec des mannequins par exemple, il peut acquérir des routines, c'est-à-dire des protocoles complets, et puis la simulation se prête assez bien à faire la simulation en équipe. Alors en plus de ce savoir-faire technique, la simulation peut aussi nous apporter un savoir-faire non technique, c'est-à-dire conduite à tenir devant un patient qui est agressif, devant un patient à qui on a annoncé une mauvaise nouvelle, une erreur thérapeutique, devant un patient qui a une conduite anormale. Donc la simulation peut servir d'une part pour acquérir des connaissances techniques et d'autre part pour des connaissances non techniques. Alors elle se décline globalement en deux modes différents, qu'on appelle la simulation basse fidélité, où on a des mannequins très rudimentaires, ou par exemple des bras en plastique qui permettent aux infirmières d'apprendre à faire des ponctions veineuses, ou aux médecins d'apprendre à faire des ponctions articulaires. Et à côté de ça, on a des simulateurs de haute fidélité, de véritables merveilles de technologie. Vous avez pu en voir, je pense, à côté, et qui sont des outils très sophistiqués qui permettent de simuler des situations qui peuvent être très rares, mais très graves, ou qui même peuvent être des situations assez fréquentes pour mettre le praticien devant ce type de problème qu'il peut rencontrer tous les jours. La simulation, on va la décliner dans la formation initiale des étudiants. Alors sur l'université, c'est plus de 7000 étudiants en santé, donc ça va être très difficile que tous les étudiants passent devant ce type de simulateur. On va la décliner pour l'enseignement de spécialité,
des réanimateurs, des pédiatres réanimateurs, des cardiologues, de toutes les spécialités médicales et également des spécialités chirurgicales dont je vous parlerai un petit peu plus précisément. Et puis également, actuellement, il y a une exigence de développement professionnel continu, formation continue, ce qu'on appelle formation continue initialement, et qui devient une nécessité statutaire. Donc on va avoir, nous, université, il faut qu'on se place, qu'on se positionne pour fournir l'outil pour faire ce type de formation qui assurera, lorsque le projet pour lequel on a une somme substantielle sur 7 ans de 4,5 millions d'euros, mais lorsque les 4,5 millions d'euros auront été consommés, il faudra qu'on puisse prendre le relais, et c'est la formation qui va l'assurer. Alors on va ce matin vous parler d'une part de la simulation haute fidélité, avec notamment les utilisateurs, plus souvent des réanimateurs. On va parler également des outils numériques développés, de la pédagogie, de la nouvelle pédagogie développée par le service ICAP de l'Université Lyon 1. Et puis il y a également une autre plateforme de formation qui s'appelle l'école de chirurgie. Alors les écoles de chirurgie, il y en a plusieurs en France, et elles sont nées par la conjonction de plusieurs phénomènes. Il y a une dizaine d'années est apparue la laparoscopie, qui est une technique chirurgicale qui a révolutionné la chirurgie en général. Et au début, c'est en fait les compagnies, les fabricants d'instruments qui ont mis en place des plateformes pédagogiques pour apprendre la laparoscopie. Mais autant l'outil était très intéressant, mais autant le programme pédagogique qu'il y avait derrière n'était pas universitarisé, n'était pas progressif, et donc les écoles de chirurgie se sont mises en place pour pallier à ce problème. Et puis comme je vous l'ai dit, pour la santé en général, les gens, la société, les gens veulent être bien soignés, bien opérés, et ils préfèrent ne pas être opérés la première fois par quelqu'un qui n'a jamais fait l'opération, d'où l'intérêt de ces écoles de chirurgie. Alors, ces écoles de chirurgie permettent la formation initiale des étudiants, et vous avez pu voir, ou vous pouvez voir actuellement, des étudiants qui rentrent à l'internat, donc qui font leur premier semestre d'internat, qui étaient étudiants hospitaliers la semaine dernière et qui vont maintenant avoir des responsabilités au bloc opératoire. Eh bien, on leur apprend à se vêtir avec une tenue stérile, à faire des points de suture correctement, à faire des nœuds et tous les rudiments de la chirurgie. Le programme continue dans les années suivantes par des programmes qui sont gradués pour les étudiants jusqu'à arriver au niveau de la spécialité. Les étudiants seront successivement passés par des substituts de peau avec des tubes en néoprène par exemple pour apprendre à faire des sutures, et puis également des substituts sous forme de télémanipulateurs informatisés qui ont le même concept que les jeux vidéo, mais qui ne permettent actuellement de n'acquérir que les gestes de base, et le complément de la formation étant le compagnonnage, le réel compagnonnage qu'on fait encore tous les jours à l'hôpital. Et puis ensuite, formation continue, les chirurgiens qui sont installés et qui voient arriver de nouveaux instruments ont besoin d'une formation avant d'utiliser ces instruments, et donc les écoles de chirurgie sont là pour cela. Les écoles de chirurgie ont des miroirs en odontologie. Il y a une école d'odontologie avec des bouches mannequins. En pharmacie également, avec des simulations d'officine. Alors pour préciser notre programme, on a fait appel à des partenaires. Alors un des partenaires les plus importants qu'on ait, c'est l'école de santé du service des armées, l'école du Val-de-Grâce. Vous savez que les militaires ont une formation qui est basée, en plus des formations théoriques à l'université, formations qui sont basées sur la simulation. Ils savent faire le bon geste quand il faut, souvent en urgence, le geste qui sauve. Ils savent et ils ont appris à organiser une évacuation sanitaire en milieu hostile. Donc ça, c'est de la coordination entre différents participants, donc c'est des formations d'équipe.
Et puis également, ils apprennent à faire leur travail sous stress, hein, c'est-à-dire quand on est fatigué, quand on est dans un milieu hostile. Et là aussi, finalement, ces ingrédients, on les retrouve dans la vie civile avec des composantes un peu différentes, mais la réaction du chirurgien ou du réanimateur à 3 heures du matin, quand il a fait une garde, est souvent différente, hein, de celle qu'il pourrait avoir dans d'autres conditions. Donc là, la simulation permet de reconnaître les problèmes et éventuellement d'y remédier. Pour pouvoir accéder aux plus de 7000 étudiants, on a développé, ou on continue à développer, et le projet SAMSEI va nous rendre possible le développement d'outils numériques par ICAP, qui est un service de l'université, et qui est un véritable laboratoire de pédagogie innovante. Vous avez pu voir, je pense, des modélisations 3 dimensions. On retient mieux quand on voit les choses en 3 dimensions, et donc ils sont des champions pour cela. Un autre aspect du programme SAMSEI, c'est une fois qu'on aura développé des outils, des contenus pédagogiques, c'est de pouvoir les diffuser. Hein, de ne pas se limiter à notre université, ce qui serait déjà un objectif intéressant, mais de pouvoir les diffuser. Et on va utiliser pour cela des réseaux qui existent déjà, de l'université thématique numérique, du NF3S, donc spécialisée en formation en santé et en sport, et qui a déjà des canaux actifs, des réseaux de diffusion d'informations, et on pourra utiliser ces mêmes réseaux pour diffuser à l'international. On a déjà des cibles prioritaires au niveau de Lyon 1, en Asie par exemple, au Cambodge, et on a des médecins cambodgiens qui sont là et qui servent de professeurs aujourd'hui au cours de chirurgie, qui est organisé avec l'université d'Édimbourg, Madagascar, l'Afrique, bon, des pays qui sont francophones. Le dernier volet du projet SAMSEI, c'est un volet d'évaluation. Il faut évaluer nos enseignements, il faut bien sûr évaluer les étudiants, il faut évaluer et être à la veille de nouvelles ressources pédagogiques, donc il faut faire une veille technologique sur ce qui se fait de nouveau dans ce domaine. Et puis on a également un intérêt dans le savoir qu'est-ce qui influence notre prise de décision sur le plan médical. Et on a des neurologues, des sciences cognitives qui sont très intéressés sur ces problèmes. Et donc pour ce dernier aspect d'évaluation, on a dans l'université Yves Matillon, qui a été le créateur de l'ANDEM, c'est l'Agence nationale de l'évaluation, il y a déjà quelques années, mais qui est une personnalité dans ce domaine. Je profite de cette réunion pour remercier tous les acteurs, tous les gens qui ont participé à ce projet. Guillaume Hénard, qui nous a beaucoup aidé pour la rédaction du projet, donc il fait partie d'une filiale de l'université qui est spécialement utilisée pour essayer de concourir dans les grands concours internationaux et nationaux pour avoir des crédits, et je pense qu'ils sont très forts dans le domaine. Éric Voglio, qui est ici, donc il est peut-être en train d'apprendre aux étudiants, qui nous a beaucoup aidé, Catherine Vogt et tous les personnels de SAMSEI. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Jacques Lehaut, donc, qui est réanimateur, et donc qui est responsable de l'aspect formation, qui utilise notamment les mannequins que vous avez pu voir. Et puis ensuite, Emmanuel Bettler, le directeur d'ICAP, qui est un des services de l'université, qui va vous expliquer les nouveautés sur le plan numérique qu'on peut attendre de notre projet. Oui, donc je suis anesthésiste réanimateur, je suis enseignant également à l'université Lyon 1.
Je travaille à l'hôpital neurologique, responsable de la Fédération d'anesthésie et réanimation dans cet hôpital. Alors je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que pour nous qui travaillons dans les situations critiques. Donc les disciplines concernées, c'est l'anesthésie-réanimation, la réanimation médicale, la réanimation pédiatrique, la médecine d'urgence principalement. Et on est souvent un peu à la croisée des chemins dans nos structures de santé, en hôpital ou en clinique privée. C'est-à-dire qu'on travaille quotidiennement avec des chirurgiens, avec des radiologues et avec l'ensemble des spécialistes. Et c'est là un peu tout l'intérêt que la simulation peut apporter, c'est de nous apprendre à travailler ensemble, parce que comme l'a dit monsieur le professeur Martin, on a toujours des formations séparées, et peut-être que la simulation permettra de mixer ces formations pour avoir une formation plus opérationnelle. Un peu comme les militaires ont ouvert la voie déjà depuis plusieurs années. Alors la simulation, certes, permet de réviser un peu les savoirs que l'on a appris, et c'est pas là le domaine d'excellence de la simulation. Par contre, les savoir-faire techniques, c'est vraiment quelque chose qui est capital pour nous. Et là, c'est vraiment le domaine de la simulation, notamment dans nos situations critiques auxquelles on doit pouvoir répondre. Et puis, savoir-être, c'est ce qu'on appelle les non-technical skills, c'est-à-dire savoir communiquer. Quand on a un patient critique, qu'on en apprend en charge de manière très rapide, et la capacité de manager d'une équipe, de plusieurs médecins, d'infirmiers, etc. Il faut l'apprendre, c'est pas inné pour la plupart d'entre nous. Et puis bien sûr, comme l'a dit Xavier Martin, jamais la première fois sur le patient. Je crois que c'est vraiment prendre le parti délibéré de la qualité des soins, notamment pendant l'apprentissage des gestes que l'on doit faire. Alors, quelques exemples. Par exemple, vous savez qu'en anesthésie-réanimation, on est amené à mettre des tuyaux un peu partout, hein, dans les vaisseaux, dans la trachée, pour perfuser les patients, pour les faire respirer. Et un geste fréquent qu'on a à faire, quasiment chez tous les patients en réanimation, c'est de mettre un cathéter dans une grosse veine, du thorax, en jugulaire ou dans une veine sous-clavière. Et ça peut s'apprendre parfaitement par des mannequins de simulation. Bon, moi, je vous ai mis une étude, par exemple, beaucoup d'études anglo-saxonnes, parce que les Européens sont avec quelques années de retard, mais s'y mettent très rapidement, et c'est le cas malheureusement. Vous voyez que par rapport en bleu, l'enseignement traditionnel, en rouge, la simulation, vous avez plus d'accidents lorsqu'on a appris de manière traditionnelle que lorsqu'on a appris par simulation. Donc on va fonctionner une artère de manière malencontreuse, ça peut avoir des effets graves, prendre la meilleure position pour piquer une grosse veine. Vous voyez que le taux de succès de la simulation est bien montré. Alors je vous montrerai quelques études là. C'est spécialement intéressant pour beaucoup de gestes techniques. Et là, c'est le cas de la voie veineuse centrale. Alors, la voie veineuse centrale, c'est un inconvénient, c'est qu'il y a un risque infectieux. Et le problème des infections nosocomiales que vous connaissez, eh bien, si on compare l'entraînement par simulation versus l'entraînement traditionnel, eh bien, vous allez voir qu'on a moins de risques d'infection nosocomiale et d'où un taux de satisfaction pour les patients et même un coût qui sera réduit lorsqu'on a appris par simulation. Vous avez ici par exemple, la première chose c'est de travailler de manière stérile, ne pas introduire des microbes quand on va mettre une voie veineuse centrale. Eh bien, si on s'entraîne par simulation, vous voyez que les étudiants au départ étaient tous équivalents dans les deux groupes. Eh bien, après, ceux qui ont appris par simulation ont de meilleures performances, ils font moins de fautes d'asepsie. Et ça se traduit dans la vraie vie, dans les services de réanimation. Vous avez à gauche deux services, un service lambda en gris et puis un service où les médecins ont appris par simulation. Vous voyez qu'avant l'apprentissage, il n'y a pas de différence. Et puis vous apercevez que dans la deuxième moitié du graphe, vous voyez tout de suite ceux qui ont appris par simulation, c'est la courbe en noir
qui apparaît. Donc il y a moins d'infections nosocomiales, qui sont des bactériémies habituellement, donc des pathologies qui peuvent être sévères, voire mortelles. Sur le plan des coûts, eh bien, certes, la simulation, c'est un enseignement qui est cher. Il faut acheter des mannequins. Il y a un temps de formation qui est à payer. Les formateurs doivent être payés in fine par quelqu'un. Mais la diminution du nombre d'infections fait que, par exemple, ce service qui a publié économise plus de 700 000 $ US par an grâce à l'apprentissage par simulation. Alors, d'autres exemples, on pourrait les multiplier à l'infini. Vous voyez un certain nombre de gestes qu'un anesthésiste doit connaître, c'est-à-dire prise en charge de complications périopératoires, d'un bronchospasme, savoir faire une intubation correctement, savoir diagnostiquer une fuite dans le circuit respiratoire, ou alors savoir traiter une hypotension. Eh bien, si on apprend, donc vous avez 3 phases ici, donc avant l'apprentissage, 1 semaine après l'apprentissage par simulation et 6 semaines après, ben, vous voyez la progression pour la prise en charge de toutes ces situations hautement critiques. C'est des études qui montrent quand même le bénéfice de la simulation. Pareil pour la confiance en soi lorsqu'on effectue un certain nombre de gestes. Vous voyez, avant et après, et vous avez des performances notées de 1 à 5 qui s'améliorent très largement grâce à la simulation. Un autre exemple, c'est des gestes qui sont vraiment des gestes d'urgence, savoir traiter une tachycardie ventriculaire instable. Eh bien, la progression, c'est de 56% lorsqu'on a appris en simulation, et ça monte même à 96%, donc plus 96% pour traiter une situation très critique qui s'appelle le bronchospasme, c'est-à-dire une grosse crise d'asthme qui survient pendant les opérations d'origine allergique en général. Et puis, comme Xavier Martin le disait bien, les techniques d'apprentissage pour le savoir-être, savoir se comporter dans une équipe, c'est très important et on peut l'apprendre autour d'un mannequin. Vous pouvez aller voir, c'est ce qui se passe dans la salle qui est au fond à gauche, là. Vous voyez, pour organiser le travail d'une équipe, pour savoir coordonner des activités d'une équipe, échanger des informations. C'est des choses qu'on n'apprenait pas à la faculté, qu'on peut apprendre parfaitement par simulation, à condition d'avoir des formateurs entraînés qui connaissent le métier. Alors, une autre problématique qui est intéressante, vous avez sur ce schéma, tiré d'une revue américaine de chirurgie, en abscisse, c'est l'index de risque comportemental, c'est-à-dire quand on travaille, involontairement bien sûr, on peut avoir des gestes ou des attitudes, des propos qui sont contre-productifs. Et cette étude montre que plus il y a de gestes contre-productifs, plus il y a de complications post-opératoires, voire de décès post-opératoires que vous avez ici en ordonnée. Vous voyez qu'il y a une proportionnalité qui est quasiment parfaite. Et c'est donc un problème que de résoudre ces problèmes de savoir se comporter en équipe. Alors ça peut s'apprendre aussi par simulation. Vous avez par exemple ici sur un scénario de douleur thoracique et de scène d'infarctus du myocarde. Vous avez l'apprentissage traditionnel en bleu versus par simulation en rouge. Vous voyez qu'un étudiant interroge mieux le patient, il connaît mieux les antécédents, il fait mieux l'examen physique du patient et il prend les bonnes résolutions, la bonne conduite à tenir, plus souvent lorsqu'il a appris par simulation. Une autre étude tirée de notre meilleure revue d'anesthésie, Anesthesiology, vous voyez qu'entre la session 1 et la session 3, eh bien, il y a une amélioration substantielle de l'organisation du travail en équipe, de la perception générale d'une situation et d'une prise de décision. Donc c'est tout bénéficiaire pour le patient. Alors simplement un mot, il y a une séance de simulation qui est en cours là-bas, vous verrez plus en détail. Sachez simplement qu'il y a 3 parties essentielles quand on fait une séance de simulation. Premièrement, il y a le briefing. On dit comment les choses vont se passer pour situer la situation aux étudiants. Deuxièmement, il y a la séance elle-même où l'étudiant est mis en situation, donc il est amené à résoudre le problème. On l'aide un petit peu de temps en temps pour que les choses se passent bien.
mais il y a une excellente mémorisation de ce qui est appris pendant la séance. Et puis enfin, la partie capitale, c'est le débriefing, qui nécessite une formation des formateurs tout à fait spécialisée, qu'on a commencé à avoir à Lyon, au moins pour l'équipe d'anesthésie-réanimation et de réanimation pédiatrique. Alors, il y a des conduites à tenir qui doivent être connues pour bien faire un débriefing. Sur le plan même déontologique, c'est très important de faire les choses comme il faut. On a parfois affaire en formation continue à des gens qui sont plus âgés que nous. Et il est très important de savoir se comporter, de ne pas critiquer, d'éviter par des phrases négatives. C'est fait partie je dirais, du catéchisme du bon débriefeur. Alors, SAMCI, comme Xavier Martin l'a bien expliqué, est quelque chose qui a été capital pour nous. On a commencé en début d'année l'apprentissage des internes d'anesthésie-réanimation, et lors de la dernière séance, un petit peu en prévision de cette conférence de presse, on leur a demandé, mais de manière tout à fait anonyme, ce qu'ils pensaient de la séance qu'ils venaient d'avoir. Et je vous laisse regarder les résultats. Donc l'efficacité pour eux, ça va, hein. 95%, c'est quasiment un plébiscite, on est presque gêné. Alors, les scénarios qu'on leur propose peuvent être des scénarios rares, mais de situations graves, genre hyperthermie maligne, dont on peut décéder en anesthésie. Mais ils sont également demandeurs, bien sûr, d'apprentissage de situations fréquentes, hein, l'intubation difficile, etc. Et ils voudraient qu'on leur fasse les deux. Le problème, c'est qu'ils réclament une séance par mois, et actuellement on ne peut pas, on n'est pas suffisamment nombreux comme enseignants, mais c'est leur demande. Actuellement on fait plutôt une fois par an, voire 2 fois dans l'année, ça progressera assez vite, j'espère. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandent à travailler avec leurs collègues d'autres disciplines. Donc les obstétriciens, les chirurgiens, également avec les infirmiers qui travaillent en réanimation et les infirmiers anesthésistes avec lesquels ils travaillent quotidiennement, et ils travailleront continuellement avec ces personnes d'autres professions. Mais c'est les aspects de communication qui sont mis en exergue ici. Alors bon, il reste des questions qui sont bien sûr en cours. Les coûts, vous vous rendez compte qu'il y a des coûts à la fois pour mobiliser des enseignants, des formateurs, des praticiens hospitaliers qui dispatchent cet enseignement, la maintenance, l'achat et la maintenance des matériels, des salles, la formation des formateurs, c'est quelque chose qui est évidemment très très important, surtout au début, et puis après il y a certainement une formation continue parce que c'est évolutif, et puis la création de scénarios adaptés. On part de la vie réelle pour dire il y a un problème parce qu'on a observé un accident 3 fois depuis 2 ans, il ne faut pas que ça se reproduise, et on crée un scénario, donc ça demande du temps et un peu de savoir-faire. Et puis il y a également de la recherche en simulation, après tout on est enseignant-chercheur, et on doit à l'avenir, à mon avis, travailler avec des collègues des sciences cognitives pour voir quel est le meilleur moyen pour qu'il y ait une meilleure rétention des connaissances. On sait que le stress, par exemple, un certain degré de stress, pas trop important, mais un stress renforce la mémorisation. C'est des techniques très connues qui nous viennent du MIT. Et puis, évaluation de nouveaux matériels, c'est pour ça qu'on travaille avec certaines sociétés comme l'ERDAL qui est présent sur le site aujourd'hui. Donc bon, je ne vais pas m'étendre, mais on pourrait en parler beaucoup plus, on est à votre disposition s'il y a des questions. La simulation, donc vous l'avez compris, ce n'est pas un gadget, c'est vraiment un moyen d'enseignement qui est nouveau pour nous, mais qui a déjà fait ses preuves dans d'autres pays. C'est coûteux, évidemment, personnel, en matériel, d'où l'intérêt d'organisations telles que SAMCI à l'Université Claude Bernard, organisation centralisée, suffisamment importante, large, bien sûr multiprofessionnelle et collaborative, avec des organisations comme ICAP, par exemple, parce que c'est une technologie qui est mouvante, et on a besoin de collaboration de ce type pour pouvoir évoluer. Voilà, je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais dire quelques mots en tant que directeur du service ICAP. Avant tout, pour introduire mon propos, je vais reprendre ceux de notre ministre de tutelle, Madame Fioraso, donc, qui, au mois de juillet, disait que la réussite passait notamment par une reconnaissance de l'investissement pédagogique des enseignants.
par l'accompagnement personnalisé et surtout l'innovation pédagogique au niveau des enseignements, dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'était en juillet 2012. Récemment, il y a eu un avis du Conseil économique et social, un rapport, réussir la démocratisation de l'enseignement supérieur, donc sorti au mois de septembre. Et ce conseil considère, c'est une petite partie, mais considère qu'il est urgent d'assurer à l'ensemble des enseignants du supérieur une formation pédagogique. Donc il est clair que quels que soient les rapports, quelles que soient les discussions, le numérique, la pédagogie sont au cœur je dirais, des préoccupations des ministères, parce que pour eux, il correspond à un outil essentiel pour la réussite des étudiants dans l'enseignement supérieur. Alors il se trouve que le service ICAP existe grâce au soutien des présidents de l'Université Lyon 1 successifs depuis plus de 10 ans. Donc l'Université Lyon 1 a fait le pari, il y a plus de 10 ans, que la pédagogie, que le numérique serait un élément essentiel pour l'enseignement de demain, qui est maintenant l'enseignement d'aujourd'hui. Donc il est évident que le service ICAP est, grâce au soutien des présidents successifs, est aujourd'hui un acteur essentiel de cet enseignement pédagogique, que ce soit au niveau de Lyon, de la région ou même au niveau national. Donc ICAP, c'est un acronyme pour innovation, conception et accompagnement à la pédagogie. Nous sommes un service commun de l'université, donc nous travaillons pour les enseignants de l'Université Lyon 1 en priorité. Ce service est composé de 35 personnes, 20 personnels permanents, fonctionnaires et 15 contractuels. On va dire que l'on a un budget annuel d'environ un peu plus d'1 million d'euros. Un budget qui comprend à la fois une dotation de l'université et puis des ressources propres que le service est capable de récupérer. Le service ICAP est vraiment un service très particulier dans le sens où, quand on parle pédagogie dans une université, on pense surtout service universitaire pédagogie. Quand on pense ressources numériques, on pense TIS. Et donc on pense surtout à des services qui sont plutôt liés à la DSI. Le service ICAP est sûrement le seul en France à être un service qui réunit ces deux compétences, c'est-à-dire la pédagogie et le développement de ressources numériques. Parce qu'il est important, quand on développe une ressource numérique, de penser à tout l'apport pédagogique qu'il y a autour. Donc on ne conçoit pas une ressource numérique à l'aveugle, mais en réfléchissant à un véritable contexte pédagogique, à un véritable scénario pédagogique. Nos missions sont bien sûr d'accompagner les enseignants. Donc on met à leur disposition des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, des compétences. On les forme, on les accompagne dans ces enseignements. Et puis on a un rôle de veille. On va innover, on va conseiller, on va expérimenter, on va lier des collaborations, qu'elles soient régionales ou nationales ou internationales. Et on va fournir également à ces enseignants le moyen d'évaluer, que ce soit leur enseignement, l'apprentissage de leurs étudiants, ou tout simplement le dispositif pédagogique qui aura été mis en place. Donc on couvre, je dirais, les 4 missions prioritaires d'un SUP et d'un TIS, qui sont la pédagogie, dans son sens large, l'évaluation, le développement de ressources numériques, et l'une des missions, entre autres d'ICAP, est également le développement d'une plateforme pédagogique dédiée à l'utilisation pour les enseignants de l'Université Lyon 1 et autres. Principalement au niveau de la pédagogie, nous allons former les nouveaux enseignants. Chaque année, les nouveaux enseignants passent par des sessions de plusieurs jours avec nos pédagogues. Nous les mettons au courant de l'existence du service, des outils, des pratiques pédagogiques existantes.
Nous formons également de manière régulière les enseignants qui le souhaitent, et donc on met à disposition un catalogue de formation à l'enseignement. Nous invitons régulièrement des intervenants extérieurs à venir nous parler pédagogie, nouvelles technologies. Nous participons à des congrès, à des forums annuels. Tout cela, je dirais, en amont, pour répondre à une demande d'un enseignant qui va vouloir à ce moment-là soit travailler au niveau de son cours, sur la forme de son cours, c'est-à-dire comment je dois construire mon cours, ça peut être tout simplement est-ce que je me tiens bien en amphi, comment je vais apprendre à projeter ma voix, à capter l'attention de mes étudiants. Ça peut être aussi développer des ressources numériques pour traiter de cas extrêmement pointus, particuliers, où là, je dirais, l'apport numérique, comme la 3D par exemple, va être un atout essentiel pour aider à l'apprentissage des étudiants. Et puis on va l'accompagner également l'enseignant dans l'évaluation des apprentissages, l'évaluation des étudiants, l'évaluation, la vie globale que portent les étudiants sur son apprentissage. Et toute cette évaluation ensuite, on va pouvoir aider l'enseignant à améliorer son enseignement de façon à lui apporter peut-être les touches nécessaires pour poursuivre ses objectifs. Donc, quand je parle d'évaluation, on vous montrera également qu'on a dans ce sens développé un outil qui est également, je dirais, unique en France. C'est un portail d'évaluation où les enseignants de l'Université Lyon 1 peuvent se connecter via ce portail à leurs unités d'études et développer rapidement des questionnaires de façon à très rapidement pouvoir évaluer leurs enseignements via les étudiants, et puis très rapidement il a une analyse qui lui est donnée. Donc on a, je dirais, voulu pousser à l'extrême l'évaluation de façon à ce que l'enseignant soit maître complètement de l'évaluation de son enseignement. Dans le cadre de ce service, on participe également à la mise en place d'un certain nombre de diplômes. Donc on organise un DU avec l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique sur l'apprentissage à former en ligne pour former en ligne. C'est-à-dire que l'on va aider les enseignants qui souhaitent mettre en place des formations à distance. On va les accompagner pendant un an dans ce cadre de ce DU pour qu'ils puissent apprendre ce nouveau type d'apprentissage qui est, je dirais, entièrement nouveau pour la plupart du temps. Nous participons également à des projets européens. Nous avons fini en juillet un projet européen qui s'appelait ISUP, qui était particulièrement centré sur tout ce qui est l'évaluation des dispositifs hybrides. Et on espère que d'ici l'année prochaine, la suite pourra être mise en place dans le cadre d'un nouveau projet européen. Et puis, toute l'équipe pédagogique du service ICAP participe également à un réseau régional pour le moment qui s'appelle le réseau Pensera, qui regroupe actuellement 4 universités de la région Rhône-Alpes qui bénéficient du soutien de la région Rhône-Alpes là-dessus, et où l'objectif est tout simplement de pouvoir partager, je dirais, tous les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau pédagogique pour former de nouveaux personnels à la pédagogie. Donc dans le cadre du projet SAMCI, le service ICAP, je dirais, de par ces 10 années d'expérience, s'est clairement placé comme un partenaire de valeur, puisqu'on est capable, je dirais, d'accompagner les équipes du professeur Martin dans tout ce qui est la potentialisation des techniques de simulation, soit, comme je vous disais, en pédagogie, en formant et en accompagnant les enseignants dans les nouvelles pratiques pédagogiques, en les aidant à évaluer leurs nouvelles techniques pédagogiques, leur apprentissage, en offrant des outils via la plateforme d'évaluation, également en les aidant à mettre en place des formations continues, en aidant à former ces enseignants à la formation à distance, et également en participant à une veille pédagogique sur peut-être des nouvelles pratiques pédagogiques qui pourraient être utiles. L'idée vraiment est de pouvoir accompagner dans toutes les étapes possibles de la pédagogie les personnels du projet SAMCI. Donc je vous ai parlé de pédagogie, je vous ai parlé d'évaluation. Au niveau des ressources numériques, donc des TIS en général, on a développé un certain nombre de ressources que vous pouvez voir d'ailleurs tourner en boucle sur les différentes machines. Je vais en parler très rapidement parce qu'en fait le mieux c'est que si vous êtes intéressé à l'issue, vous puissiez discuter avec les personnels qui sont vraiment à l'initiative de ces ressources.
Donc, comme je vous disais, nous disposons d'une plateforme numérique. Donc, cette plateforme s'appelle Spiral. La nouvelle version s'appelle Spiral Connect. Elle est utilisée par les étudiants de l'Université Lyon 1. Environ plus de 80% des enseignants de l'Université Lyon 1 utilisent cette plateforme. Vous pourrez, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous rapprocher de Christophe Battier, donc le directeur technique, qui pourra vous donner, je dirais, une image beaucoup plus réaliste de ce qu'est la plateforme. Ce n'est pas uniquement un outil de partage. On parlait tout à l'heure du côté transversal au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire que les personnels soignants demandent à ce qu'il y ait une transversalité entre les différentes disciplines. Cette plateforme peut apporter cette transversalité parce qu'on peut partager, on peut travailler conjointement sur différents scénarios, sur différentes ressources. Tous les enseignants ont accès à ces ressources via cette plateforme unique. Donc, cette plateforme existe au niveau de Lyon 1, mais elle existe également dans différents centres de formation, la Ligue régionale de football, les pompiers. Beaucoup de centres de formation utilisent notre plateforme et ont accès à des, je dirais, des instances privatives pour eux. On a également des lycées qui utilisent cette plateforme et l'idée c'est vraiment de développer, dans le cadre de formation continue, nous pourrions proposer des instances privées de cette plateforme qui seraient dédiées à, je dirais, au partage d'informations. Au niveau des ressources, ensuite, bon, l'infographie, vous avez pu voir les logos, les totems, la photo 3D, les vidéos, les animations, que ce soit au niveau sur des virus, au niveau de l'anatomie, la réalisation de vidéos, de podcasts, filmer, aider au debriefing de certains actes chirurgicaux, aider à filmer certains mouvements particuliers qui pourraient être ensuite mis sur des plateformes pour les étudiants. Nous avons une large gamme de ressources numériques que nous sommes capables de réaliser. J'en donnerai quelques exemples à la fin. Au niveau de la veille pédagogique, donc toujours pareil, pour ceux qui connaissent Christophe Battier, vous saurez qu'à ce niveau-là, c'est l'expert au niveau national pour toutes les nouvelles pratiques pédagogiques. Robotique, 3D temps réel. Pour ceux qui connaissent, il a déjà parlé avec une banane, donc je vous invite également à parler avec lui. Il est évident que ça fait partie de cette veille technologique qui fera que, au niveau virtuel, au niveau des nouvelles technologies, on va vouloir se placer, je dirais, en amont un peu de ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire je vais travailler, je vais faire un acte sur le patient, auparavant je vais travailler sur un mannequin, mais auparavant je vais pouvoir travailler aussi sur le virtuel. C'est-à-dire que tout à l'heure, les étudiants étaient demandeurs de faire des actes tous les mois, sauf qu'on ne peut pas, donc on fait l'acte tous les ans. Et bien à ce moment-là, on pourra peut-être le faire quand on veut, mais de manière virtuelle. Avant de pouvoir faire l'acte sur un robot tous les ans, avant de se trouver en situation réelle. Donc, les ressources numériques vont vraiment pouvoir aider à se placer à un niveau encore en amont, pour pouvoir, je dirais, encore espérer améliorer les pourcentages de réussite et de ces formations. Donc, au niveau du projet, donc, on va accompagner le projet SAMSI par la création de nouveaux contenus extrêmement divers et variés, des vidéos, des photos, que ce soit en 3D ou non, de la 3D temps réel. Mais là, le mieux encore, je vous renvoie vers les réalisations que l'on fait, les discussions qui ont lieu à travers les réalisations. On peut donner 3 exemples ici. Je vous parlerai de tout ce qui est ressources en anatomie, en 3 dimensions. On a réalisé un certain nombre de films d'animation comme le cycle de réplication du virus de l'hépatite C. On a également mis au point un certain nombre de... On a utilisé la Wii, petite télécommande Wii sans fil pour pouvoir manipuler des ressources 3D. On réfléchit déjà pour toutes les ressources qu'on pourrait faire à partir de Kinect par exemple, pour pouvoir aider un étudiant à travailler sur un geste via la Kinect, avant qu'il puisse effectuer ce geste sur un mannequin, et encore une fois, avant qu'il le fasse en situation réelle. Donc on a énormément, je dirais, de possibilités qui nous sont offertes via ce projet SAMSI. Donc, juste pour rappeler, voilà, on a un service de l'Université Lyon 1, mais c'est vrai que depuis 10 ans, ces personnels, grâce au soutien de Lyon 1, travaillent à une dimension nationale, voire internationale du service ICAM. Puisque
On collabore donc au niveau régional, mais également au niveau des ministères, que ce soit avec la DIENA ou le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, depuis le début de l'année, on travaille sur des projets avec le MIT, par exemple. Donc, juste très rapidement des exemples, parce que le mieux c'est de les voir en interactif. Donc, nos ressources peuvent prendre la forme de dictionnaires plus ou moins évolués. Donc, tout à l'heure on discutait de e-book. Ça peut être aussi, par exemple, un catalogue le plus proche possible de tout ce qui est les macromycètes, donc les champignons, où vous allez avoir des fiches très claires, précises sur les champignons, leur toxicité ou non, avoir accès à des vidéos, avoir accès à des images. Vous pourrez vous faire guider en disant c'est quoi ce champignon, de quel type est-il, et puis vous serez guidé jusqu'à une classification possible du champignon que vous avez en main. Donc des ressources très intéressantes. Vous verrez que la plupart de ces projets ont pu se réaliser grâce au soutien d'un de nos partenaires qui est l'UNF3S. Des sites de formation, donc je vous parlais de formation continue, donc typiquement par exemple pour à Lyon 1 pour le portail de formation de l'UFR STAPS, où on est capable de faire un certain nombre de portails et d'offrir toutes ces formations. Donc la réalisation du site, des ressources qui sont dessus, on va pouvoir les accompagner. Vous verrez un exemple de ce qui est la biomécanique 3D, où des enseignants peuvent se filmer en motion capture avec différents capteurs, et puis ces fichiers sont ensuite transmis sur ce site, et puis vous avez un avatar qui va être animé en fonction des informations que vous avez pu enregistrer auparavant. L'électrocardiogramme 3D, où vous pouvez manipuler le cœur en 3 dimensions et voir différentes pathologies, et donc voir à ce moment-là l'impact au niveau de l'ECG, au niveau du courant électrique, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant parce que on a développé d'abord une ressource 3D qui était l'ECG, puis ensuite on a développé le côté pathologie. Alors quand on dit on, c'est bien sûr les personnels du service. Et puis l'anatomie 3D, qui est sûrement l'un des projets les plus anciens du service, puisque on doit maintenant à peu près couvrir quasiment 100% de l'enseignement STAPS en anatomie, où on réalise des vidéos, des PDF sur certaines parties de l'anatomie, l'idée étant d'offrir grâce à la 3D la possibilité aux étudiants de comprendre certains concepts de l'anatomie qu'ils ne pouvaient comprendre que soit en classe en manipulant eux-mêmes des parties du squelette, soit via des livres. Donc là encore, on essaie d'offrir une nouvelle dimension de l'enseignement, ici par la 3D. Voilà. Donc je vais pas m'étaler plus. C'est juste pour dire que c'est grâce à un soutien sans faille de l'Université Lyon 1 à son service qu'en 10 ans, le service ICAP a pu développer suffisamment de compétences pour être un acteur essentiel, je dirais, au niveau du projet SAMCI. Et qui fait que ICAP est vraiment précurseur, je dirais, et essentiel au niveau, que ce soit régional, même national et international, pour tout ce qui est l'enseignement de la pédagogie et le développement de ressources numériques liées à la pédagogie. Voilà. Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup. Donc on est prêt avec Jean-Jacques, Arep et Emmanuel, et puis d'autres personnes qui font partie des différents services, prêts à répondre à vos questions, si vous en avez. J'ai une question. Avec le MIT, quel genre de collaboration, sur quoi vous avez travaillé avec le MIT? Alors sur le MIT, ça ne correspond pas à l'anatomie, c'est sur la géologie. On a développé des ressources en Unity, en 3D, sur la géologie. D'accord. Est-ce que vous comptez, je crois qu'on a déjà discuté avec Christophe, et donc vous pouvez travailler avec des structures privées, nous on est privés. Oui. Alors l'idée est claire au niveau du service ICAP. Nous sommes un service où, je dirais, de plus en plus nous sommes obligés de trouver nos propres ressources financières et où nous avons la possibilité de travailler avec des partenaires privés. D'accord. Oui, tout à fait. Nous avons cette possibilité qui nous est offerte par l'Université de Lyon. Donc il y a à réfléchir à ces modèles économiques, etc. quoi. Absolument. Oui. Oui, c'est pour l'école de chirurgie. Je voulais savoir depuis quand elle existe et la formation continue, ce que ça représente et qu'est-ce que vous pouvez viser. Alors l'école de chirurgie, elle existe depuis 2004 à Lyon. C'est une des premières écoles structurées, je pense, qui a existé.
Alors, la proportion de formation en nombre d'étudiants, formation continue, est beaucoup moins importante, mais comme je vous disais, l'argent est le nerf de la guerre, et c'est les formations continues qui nous permettent de financer les formations initiales. Notamment, comment ? Vous êtes déjà à ce niveau-là? Ah oui, oui. Ah oui. Notamment le cours qu'on est en train de mener actuellement avec l'Université d'Édimbourg nécessite quand même un certain nombre de frais qui sont pris en charge par ce qui est généré par la formation continue. Et on espère bien, le projet SOMSEI, c'est une aide que l'État nous apporte pour mettre en place la simulation, qui va se dérouler sur 7 ans, 4,5 millions d'euros, divisé par 7, ça fait quelque part autour de 500 000 par an, 600 000 par an. Et donc au bout de 7 ans, on n'aura plus rien, et il faut que d'ici 7 ans, on soit capable de faire des formations continues. Les réanimateurs ont déjà commencé. On vous a parlé des contrats avec le privé. On a à développer ces partenariats avec les ARDAL, ils sont présents ici, bien évidemment. Voilà. Et en nombre d'étudiants, alors, c'est quoi la... Nombre d'étudiants, je dirais 80% de formation initiale et 20% pour la formation continue. Et vous voudriez passer à quel... On voudrait augmenter la formation continue, oui. Bien sûr, oui. Oui, sans baisser le... Sans baisser, exactement. Oui. On voudrait monter en charge. Si je peux apporter un complément sur la formation continue, à Lyon 1, on a donc un service commun de formation continue qui est service focal et qui, je crois, au niveau national, doit être au niveau de santé, doit être le 2e au niveau national. Une dernière question. Par rapport en chirurgie, par rapport à ce qui se fait à Strasbourg avec le professeur Maresco, est-ce que c'est un peu le même genre de service que vous voulez faire ou c'est oui, différent? Je pense que c'est un peu différent. Je dirais, sans porter de jugement, je pense que c'est un outil extraordinaire. On a essayé à Lyon de faire un programme pédagogique pour les étudiants du début à la fin de leurs études. L'école de l'IRCAD est un centre extrêmement bien équipé qui est peut-être plus focalisé sur la formation continue et peut-être moins sur la formation initiale. Nous, notre ambition, c'est de prendre l'étudiant au début de ses études et de l'accompagner avec un programme qui est progressif jusqu'à ce qu'il soit diplômé, puis après de prendre la formation continue. Votre partenariat avec l'école du Val-de-Grâce, je vois sur l'affiche, ils vous apportent des enseignants et des moyens. Et je voulais savoir, eux, qu'est-ce qu'ils retirent c'est quoi l'intérêt pour eux? Je pense que... Voilà. Alors, je peux vous répondre pour notre côté, oui. Je pense que vous pouvez avoir la réponse également. Nous, on retire de ce partenariat leur expérience, parce que la simulation, ils la connaissent mieux que nous. On a des formations déjà en commun avec l'école de Val-de-Grâce sur la chirurgie d'urgence. Donc, je vous ai cité le docteur Voglio tout à l'heure. Il y a des diplômes de chirurgie d'urgence auxquels participent les... Donc, ils nous apportent, et je pense qu'en tant que plateau technique, on peut aussi leur apporter justement le plateau technique pour faire ces formations, mais je vous laisse répondre. Oui, alors nous, notre niveau est l'occasion un peu des circonstances qu'on a vécues ces dernières années. On a développé, donc je suis en fait ici un représentant de l'école du Val-de-Grâce, mais je suis le chef du centre de formation opérationnelle santé qui est né depuis le 1er juillet, donc sur le site de la Valbonne, qui regroupe des formations qui existaient auparavant, qui était le centre de préparation d'opérations extérieures qui était sur le site de Bron, qui regroupe également le centre d'instruction santé de l'Armée-de-Terre qui dépendait du régime médical, initialement à Metz et depuis un an qui était venu sur le camp de la Valbonne. Également l'enseignement qui se faisait pour les jeunes médecins et infirmiers qui sont au terme de leur formation initiale et qui vont être livrés en polyphénie à leurs unités pour rentrer dans le vif de leur métier.
Et donc ça, le cursus universitaire étant tout à fait pris en charge par l'université, du début jusqu'à la fin, du troisième cycle, du premier cycle, troisième cycle, on avait à donner, nous, à nos jeunes personnels, que ce soit infirmiers, auxiliaires sanitaires, infirmiers ou médecins, une formation complémentaire spécifique du métier qu'ils auront exercé. Dans les conditions du temps de paix, mais ça c'est l'université qui nous l'apprend, et puis dans les conditions d'emploi qui sont les nôtres, c'est-à-dire en soutien des forces au niveau des opérations extérieures. Voilà. Donc depuis de nombreuses années, on s'est penché sur comment être efficace, comment apprendre les gens leur métier en les mettant en condition. Et c'est là qu'on s'est tourné immanquablement vers la simulation, par l'utilisation des mannequins et dans notamment donc une ambiance qui correspondait aux conditions d'emploi, que ce soit donc adapté à chaque théâtre, puisque chaque théâtre d'opération était quand même différent, avec une densité de risque qui était différente également. Ces dernières années, c'est surtout l'Afghanistan qui a retenu toute notre attention et qui a fait évoluer notre outil de formation et de simulation. Et actuellement, nous sommes en train de développer sur ce centre de formation opérationnelle santé. À la fois, donc, nous utilisons des mannequins de simulation au quotidien, puisqu'on a des formations permanentes, puisqu'on forme tous nos auxiliaires sanitaires et tous les autres personnels. Également, recours, et c'est pour ça que partenariat était important donc, pour pouvoir bénéficier en amont de cette formation par simulation, ce dont on a parlé à l'instant, et également donc, ce qui se faisait avant à Marseille, simulation sur le modèle de réacteur biologique qui se faisait et qui continuera de se faire certainement sur le centre que l'on développe actuellement. Si je peux me permettre, pour donner un complément d'information en général, dans le domaine de l'anesthésie-réanimation, on travaille avec nos collègues militaires agrégés du Val-de-Grâce, notamment le professeur Martinez, médecin en chef Martinez, qui prend en charge une partie de la formation de nos internes, puisqu'il a le créneau depuis plusieurs années maintenant d'apprendre avec des mannequins tous les problèmes d'intubation difficile. Vous savez que ça fait partie des 3 grandes complications de l'anesthésie, c'est le problème d'accès aux voies aériennes dans les situations d'anesthésie. Donc l'intubation difficile, c'est une des grandes problématiques que l'on a, et ça se fait à Desgenettes avec des mannequins dédiés à l'apprentissage de l'intubation difficile. Oui, alors Lyon, depuis quelques années, nous avons actuellement sur le territoire encore 9 hôpitaux d'instruction, qui sont nos établissements qui permettent de fournir les équipes médico-chirurgicales nécessaires au soutien des forces en opération et qui participent, ça fait partie de la mission duale du service de santé, lorsqu'ils entrent en opération, au service public. L'équipe de Lyon est une équipe qui est engagée depuis de nombreuses années déjà dans cette formation opérationnelle. Et on délivre donc au personnel à la fois dans mon centre, non seulement une action sur des mannequins pour leur apprendre à gérer, d'abord réviser certains gestes et en plus à travailler en équipe, parce que ça c'est important, vous l'avez souligné, que le savoir-être est très important. Et ce qui se passe par exemple à l'HMC de Kaya, qui est l'hôpital militaire français en fait, de Kaboul. Actuellement, le positionnement de nos équipes d'urgence autour du malade sont protocolisés, sont définis. Quand les patients arrivent, chaque équipe est identifiée par un code couleur, chacun connaît sa place autour du patient. Enfin, il y règne un calme dans un endroit où il pourrait y avoir le désordre si cette affaire-là n'était pas travaillée en amont. Parce que voilà, c'est toujours un moment délicat quand on vient d'apprendre que sur un théâtre à tel endroit, on a toute une équipe qui a été prise sous le feu, qu'on a des victimes, autant de blessés, qu'il y a des morts.
Donc ce sont des conditions extrêmement anxiogènes et les équipes qui sont là en attente se doivent immédiatement connaissent parfaitement leur mission et quand les patients arrivent, les choses se déroulent telles qu'elles ont été prévues et travailler en amont. Ça c'est important. Et donc l'équipe de Lyon, puisqu'actuellement Lyon devient un centre qui densifie pas mal de formations, à savoir la formation initiale de nos jeunes médecins, puisqu'il n'y a plus qu'une école de formation initiale. Également, elle bénéficie du partenariat d'un régiment médical qui nous permet de mettre des moyens militaires et pour pouvoir réaliser nos actions de formation dans les conditions les plus proches de la réalité. Et également donc ce centre de formation opérationnelle avec également sur l'hôpital ce qu'on appelle donc le CTRA, c'est-à-dire cette formation de gestes et de rappel de gestes techniques et en même temps de formation à l'urgence spécifique, des missions se doivent de connaître les équipes parce qu'on travaille en binôme, infirmiers et médecins, avant de les projeter sur un théâtre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, excusez-moi, en général, c'est un rappel pour les civils, le régiment médical français, puisqu'il n'y en a plus qu'un maintenant, il est à la Valbonne, donc à 20 km de Lyon, et on a un partenariat je dirais privilégié, l'Université de Lyon, du médical, un partenariat privilégié avec le service de santé des armées. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que le centre de formation s'est installé au régiment médical de la Valbonne, centre de formation qui est une grosse structure d'enseignement. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être un petit mot sur la collaboration avec Édimbourg, comment ça se passe concrètement? En fait, on a besoin de standardiser nos professions. Je voudrais préciser ce point. On accueille en France des gens de tous les horizons. Dans cette salle, vous avez des internes qui viennent de Paris, de Brest. En France, vous avez des médecins qui viennent de l'étranger, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Maghreb, de plus loin encore. Et on a besoin que leur formation soit standardisée. Donc on émet de plus en plus maintenant, les sociétés savantes ou des écoles comme ici, des certificats pour la compétence dans un domaine. Donc on fait, et c'est un peu dans tous les domaines, je pense qu'on a évolue dans ce sens parce qu'on a un tel mixage qu'on est obligé de faire des certifications. Et avec Édimbourg, en Grande-Bretagne, ils sont en avance par rapport à nous dans ce domaine. Et ils ont le Basic Surgical Skills, ils ont l'Advanced Surgical Skills, donc ils ont plusieurs niveaux. On a commencé par le Basic. Et pourquoi Édimbourg? Parce que alors là, c'est des problèmes de relations humaines, mais je pense qu'elle nous mène relations humaines, parce qu'on connaît très bien le président du collège, qui est un chirurgien de notre spécialité, et avec lequel on a commencé à faire ce projet. Bien sûr, c'est pas exclusif, on a d'autres collaborations, mais là, c'est une collaboration qui marche très bien depuis plusieurs années. Et qui permet de faire ce que moi, en tant que chirurgien, j'ai jamais appris. On n'a jamais appris de façon aussi formelle à faire les petits gestes de base. On a appris comme ça sur le tas, mais maintenant on a quelque chose qui est organisé. Je pense que c'est au profit de tout le monde. Bien. Donc on vous remercie d'être venu et puis on peut aussi répondre à vos questions si vous souhaitez.